Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur West Track Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur West Track. Nom de Zeus! Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue dans votre dernier Magal West de cette semaine. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 22 mars 2024, il est 17h à l'écoute de West Track Radio et c'est Lucie, je vous accompagne aujourd'hui pendant 1 heure. Au sommaire de cette dernière émission de la semaine, notre invité du jour c'est La Roue Libre qui vient d'accueillir une nouvelle présidente et qui recherche activement des bénévoles ainsi que 2 nouveaux salariés pour intégrer son équipe. On va pouvoir faire le point sur leur nouveau projet pour 2024 à la suite donc de cette nouvelle présidence. On en parlera en deuxième partie d'émission. Aujourd'hui, nous retrouvons Yamina pour les actus locales. On fera bien sûr le tour de la météo avec le retour de la pluie pour demain et pour ce week-end. On notera aussi plusieurs événements qui vont se dérouler près de chez nous, que ce soit des concerts, de la poésie, du théâtre ou encore un conte musical. On en parle dans quelques instants. Et puis pour notre reportage du jour, aujourd'hui on retrouve Maxime et Justine qui se sont rendus au Tetris à la rencontre de Nathalie Chauvin qui expose actuellement dans la salle d'exposition du Tetris. Voilà ce que je vous propose pour cette émission. On est ensemble pendant 1 heure et tout de suite on découvre la météo du jour. Aujourd'hui, le soleil se couche à 19h16, on gagne donc 4 minutes de soleil. Cet après-midi, au Havre, il y aura quelques nuages sans conséquence et de multiples éclaircies. La température cet après-midi pour le Havre atteindra les 12 degrés, ressenti 10 degrés. Le vent devrait atteindre en moyenne les 17 km/h, tourné vers l'ouest-sud-ouest. En soirée, il va pleuvoir un petit peu, il faudra donc penser à prendre vos manteaux à capuche et les parapluies. La température va retomber à 8 degrés. Le vent devrait atteindre en moyenne les 26 km/h, orientation du vent nord-nord-est. Demain, samedi, le soleil se lèvera à 6h55 et se couchera à 19h18. On va donc gagner 3 minutes de soleil. Demain matin au Havre, il va pleuvoir. La température demain sera de 7 degrés, température ressentie de 2. La force du vent va osciller aux alentours des 34 km/h, direction ouest-nord-ouest. Demain, l'humidité relative de l'air sera de 74%. Demain après-midi au Havre, il faudra vous équiper en conséquence pour affronter la pluie. La température est notée à 8 degrés. Le ressenti sur le thermomètre devrait être en maximal à 4 degrés et le vent devrait atteindre en moyenne les 38 km/h, direction ouest-nord-ouest. Demain en soirée, il pleuvra aussi. La température va retomber à 8 degrés, ressenti 3 et le vent devrait atteindre en moyenne les 41 km/h, direction ouest-nord-ouest. On retrouve tout de suite Yamina pour les infos locales. Bonjour à tous, voici les actualités de ce vendredi 22 mars. Ce mercredi 20 mars 2024, Renault Sandouville devait répondre au recours abusif au contrat d'intérim sur la période de 2014 à 2018 devant le tribunal judiciaire du Havre. Le procès a été renvoyé au 9 octobre 2024. La CGT, partie civile, estime que le recours massif aux intérimaires subsiste dans l'usine. Tout a commencé par une enquête interne de la CGT en 2016. L'enquête de la CGT débouche sur un signalement à l'inspection du travail. Celle-ci enquête et dresse un procès verbal en novembre 2017. Mais ce n'est qu'en septembre 2020 que le dossier arrive sur le bureau du procureur. Parmi les 1700 salariés en CDI, seuls 700 sont dévolus à la production de véhicules, une production qui requiert en plus le recours à 700 intérimaires. Le 12 septembre 2024 marquera les 80 ans de la libération du Havre par les troupes britanniques et canadiennes. L'association Passerelle de Mémoire lance une grande opération de collecte de témoignages auprès des aînés du territoire. Si vous souhaitez participer, plusieurs rendez-vous sont proposés dans différentes structures du Havre du lundi 15 au lundi 29 avril 2024. Pour les personnes les moins autonomes, le rendez-vous peut se faire à domicile. Les lieux et horaires de rendez-vous sont visibles sur le site lehavre.fr, onglet Actualité. On peut aussi s'informer et s'inscrire par téléphone au 02 35 19 81 18.
La fête du Hangar 0 dans le quartier de l'Eure sur le quai de la Saône au Havre a lieu entre vendredi 22 et dimanche 24 mars 2024. De nombreuses animations sont proposées. Le programme est à retrouver sur le site du Hangar 0. L'enseigne Action a décidé d'ouvrir à la fin de l'année 2024, une enseigne hot dog Vauban du Havre. Les rayonnages de l'enseigne préférée des Français prendront place au-dessus du magasin Lidl. Une surface commerciale jusqu'à présent inexploitée pour intégrer Action aux autres enseignes, un double escalator devra être créé ainsi qu'un escalier. Au total, ce sont 2 millions d'euros de travaux qui sont prévus par le centre commercial des Docks Vauban. Le chantier ne devrait pas pour autant perturber la circulation dans la rue couverte commerçante. La bande dessinée Retour en Normandie sera officiellement disponible samedi 23 mars. À cette occasion, une séance de dédicace est organisée à la bibliothèque Oscar Niemeyer le même jour à 16h avec Jesse Spaidja, le propriétaire du théâtre Le Normandie. Retour en Normandie parle de l'histoire du cinéma-théâtre havrais, des artistes qui s'y sont produits et de lieux oubliés et abandonnés du Havre. Cette fiction passe par toutes les dates clés du Normandie. L'album de 84 pages est en vente au prix de 19,90 € sur le site internet du Normandie. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. Et on enchaîne donc avec plusieurs événements à ne pas rater autour du Havre. Tout d'abord, aujourd'hui, un concert de l'harmonie ce soir à Angerville-Lorcher. L'orchestre d'harmonie de Gonneville regroupe une cinquantaine de musiciens intergénérationnels de la commune et des environs. Leur répertoire va de la musique classique à la musique moderne en passant par la musique de film. Le concert vendredi est à 20h45 à la salle Les Charmes. C'est totalement gratuit. La réservation est conseillée à esprit de taxus@orange.fr. À Étretat, c'est une soirée poésie qui vous attend dans le cadre du Printemps des Poètes. L'association L'Arche organise une soirée dédiée à la poésie et à la grâce. Le thème cette année, avec la participation des élèves de l'école primaire Rose du Chemin, ils liront quelques textes, chansons et poèmes dans un cauchois. Des collages seront exposés par l'atelier Art et Collage de l'Arche. C'est ce soir à 18h30 à la salle Adolphe Beauzeil. L'entrée est totalement libre. À Fécamp, rejoignez le post-party théâtre d'objets, une création qui traverse les 24 heures de la vie d'une femme qui vient d'accoucher. Le postpartum est une fête, ou plutôt un lendemain de fête, où l'on ne sait plus ce qui est vrai, où l'on démystifie tout ce dont on croyait. C'est ce soir à 20h30 au théâtre Le Passage de Fécamp. Le tarif est compris entre 5, 8 et 10 €. Vous pouvez réserver au 02 35 29 22 81. Et enfin, dernier événement, cette fois-ci au Havre, Dans ta peau, c'est un conte musical avec Sibylle qui a perdu son amour, disparu, évaporé, sans laisser de traces. Elle s'enferme dans un appartement et entame une véritable mue artistique, laissant émerger en même temps la bande-son et l'image de sa nouvelle vie. Et dans une salle de concert, un groupe de rock répète les chansons de Sibylle, composées dans le secret de sa retraite, emmenées par un mystérieux personnage masqué. Cette fois-ci, c'est ce soir, mais aussi demain à 20h, c'est au Volcan, tarif 5 à 18 €. Vous pouvez réserver au 02 35 19 10 20. Il est 17h07 sur Westrack Radio, vous êtes toujours à l'écoute du Magal Ouest. Pour ce dernier Magal Ouest de la semaine, on découvre pour une dernière fois un artiste mis en valeur par la Ferrarock. C'est Satellite Jockey et le nouvel album Plays Music. 2 titres inédits vont être diffusés sur Westrack tout de suite, Bright Moon et Rêve occasionnel. Restez avec nous, en deuxième partie d'émission, je rejoins la roue libre directement dans leur local au Havre, rue Bonnivet. Et puis on va aussi retrouver Maxime et Justine pour un premier reportage en compagnie de Nathalie Chauvin, artiste qui expose actuellement au Tetris. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Satellite Jockey est de retour avec un nouvel album, Plays Music, sorti le 1er mars 2024 chez Another Records. Brest 2011, Rémi Richarm enregistre son premier album
en empilant des pistes au hasard sur un ordinateur, des compositions pop alambiquées évoquant alors des héros comme Kevin Ayers, Pink Floyd ou David Bowie dans un nuage shoegaze. Ses camarades de l'école des ingénieurs du son l'aident à mettre sur pied la première formule de Satellite Jockey qui devient une aventure collective. Le groupe découvre les concerts, la vie sur les routes et le plaisir d'une vie créative qui deviendra de plus en plus intense au fil des disques et des concerts. En 2021, Satellite Jockey sort un album, Le Weekend, nouvelle évolution stylistique mais cohérente. Et en français, pour la première fois, le groupe devient quinquette et adulte, abandonnant les instruments acoustiques pour se concentrer sur les synthétiseurs et les guitares électriques. Satellite Jockey n'a jamais aussi bien porté son nom. Rémi pousse son écriture au-delà des 60s en affirmant une pop moderne et plus synthétique. En mars 2024, Satellite Jockey sort Plays Music. Satellite Jockey s'amuse avec la musique, sa joie est communicative. L'album Plays Music est déjà disponible sur toutes les plateformes depuis le 1er mars 2024. Vous pouvez retrouver plus d'informations sur le label et sur l'artiste directement sur le site de laferrarock.org.
occasionnelle, une photo de toi qui ne ressemble pas. Occasionnel, rêve occasionnel, je m'approche de toi, tu restes au même endroit. J'ai fait un rêve occasionnel, comme si tu étais là, tu comptais sur moi. Une réciproque estime. Je découpe la photo de ce jumeau de toi. J'écoute un morceau de toi. Occasionnel, rêve occasionnel, je m'approche de toi. Tu restes au même endroit. J'ai fait un rêve occasionnel, comme si tu étais là, tu comptais sur moi. Une réciproque estime. À nouveau. Un rêve occasionnel, on ne se soucie pas, dans la nuit, dans la joie. Des danseurs Le mag à l'ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack. C'était donc Plays Music, nouvel album de Satellite Jockey en partenariat avec la Ferrarock. On retrouve Maxime et Justine pour leur premier reportage sur Westrack. Direction le Tetris et la salle d'exposition où on retrouve Nathalie Chauvin qui expose actuellement. Rencontre donc avec Maxime, Justine et Nathalie Chauvin sur Westrack. Le Tetris propose de nombreuses expositions et c'est Nathalie Chauvin, plasticienne céramiste, qui présente ses œuvres en cette fin mars. Son exposition nommée Phénomènes tangibles crée des liens entre ciel et terre. Et c'est avec plaisir que Maxime et moi sommes allés l'interviewer.
On a abordé ensemble son parcours universitaire, son cheminement artistique et son exposition actuelle, Phénomène tangible. Donc merci Nathalie d'accepter cette interview. Vous allez parler de votre exposition qui est actuellement au Tetris et on va revenir aussi sur votre parcours. Est-ce que vous pouvez tout d'abord vous présenter ? Oui, donc je m'appelle Nathalie Chauvin, j'ai 35 ans. Du coup, je suis plasticienne céramiste et j'ai un atelier en centre-ville au Havre. Vous avez eu un parcours assez riche, vous avez fait plusieurs masters, vous avez étudié beaucoup de choses, vous avez une formation qui est assez scientifique. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? J'ai commencé mes études en histoire de l'art et archéologie. En fait, je voulais faire des études en restauration d'œuvres d'art. Puis, donc, j'ai commencé par cette licence. Et avant, j'avais fait un baccalauréat scientifique. Puis, au fur et à mesure, j'ai un peu abandonné l'idée de la restauration. Je me suis spécialisée en médiéval pour mon master recherche à l'université de Toulouse. J'ai fait un premier sujet sur les fours de potier parce qu'à côté, je faisais de la céramique et j'étais très intéressée par cette pratique. Et finalement, j'ai changé de sujet pour mon master 2 parce que ça me plaisait pas trop l'archéologie et je suis retournée à l'histoire de l'art et là j'ai travaillé sur les enluminures d'un manuscrit. Et ensuite j'ai décidé, parce qu'une fois que c'était fini, la recherche c'est bien mais c'est difficile quand même de trouver un travail, donc j'ai décidé de faire un master pro en régie des œuvres et montage des expositions à Amiens. Vous avez fait pas mal de choses autour du Moyen-Âge. Oui. Et donc est-ce que cette période elle est riche artistiquement parlant et cette époque vous l'avez définie comme un échappatoire au monde actuel dans votre mémoire? Pourquoi cette définition? C'est vrai que je me suis rendu compte, en tout cas en ayant fait, parce que j'ai fait 3 années du coup en master médiéval, que j'étais un peu déconnectée de la réalité parce qu'on vivait dans le monde médiéval en l'étudiant, avec mes camarades de promo. Donc c'est vrai c'était pour moi, un peu une échappatoire. Ça m'inspirait beaucoup, oui, parce qu'il y a quand même pas mal de choses qu'on retrouve encore aujourd'hui sur des légendes, sur une vision du monde. Voilà. C'est au moment de vos études que vous avez découvert la céramique ? Oui, Pourquoi justement. ça a été une évidence ? Parce que c'est vrai que j'avais décidé de prendre des cours de céramique vu que je me préparais au concours de restauration qui est une épreuve pratique. Je me suis inscrite dans un cours municipal. Et en fait, oui, quand j'ai commencé à travailler la terre, c'était, je sais pas comment dire, oui, ça m'a vraiment emportée. J'étais très à l'aise avec cette matière. J'avais toujours envie d'en faire, mais tout en faisant mes études en parallèle. Donc, je n'avais pas décidé encore ce que je voulais faire. Et pourquoi vous avez abandonné la restauration ? Parce que d'une part, j'avoue que le concours est quand même très compliqué et ça marchait plutôt bien mes études à ce moment-là en histoire de l'art. Et j'étais plutôt bien et je sais pas, c'est vrai que ça s'est éloigné au fur et à mesure, mais il n'y a pas une raison très précise. Et vous avez des sources d'inspiration qui vous ont guidé pendant vos études, que ce soit des œuvres, que ce soit des artistes ? Oui, forcément, d'avoir accès avec ses études en histoire de l'art à plein d'artistes, même de périodes différentes, forcément ça marque. Alors après, c'est un peu flou quand même, parce que ça commence à remonter, mais oui, il y avait des choses comme Michel-Ange, la sculpture, certains artistes peintres aussi, Chardin, des choses comme ça qui m'ont bien marqué. Et donc vous avez abandonné la restauration, vous avez fait un master un peu plus professionnel, mais entre-temps vous avez aussi fait un master de recherche. Et alors j'ai lu quelque chose qui m'a beaucoup interpellée, c'est que vous avez voulu être carpologue à un moment donné. Donc est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est et est-ce que c'est toujours un projet pour l'avenir ou vous avez complètement abandonné l'idée ? La carpologie, c'est l'étude des graines en archéologie. Je me cherchais un petit peu, j'ai toujours été un peu fascinée par les spécialités comme ça. Et c'est vrai que ce côté d'étudier des graines qui étaient soit carbonisées ou pour réussir à comprendre un peu une civilisation disparue, je trouvais ça assez fascinant. Après, la réalité est quand même moins glamour quand on se retrouve à tamiser, à sortir et puis regarder au microscope. J'avoue que ça m'a moins emballée. Et puis c'est surtout que c'est pareil, tout ce qui est spécialisation, ça demande beaucoup d'années d'études, de pratiques. Et je pense que j'avais déjà derrière moi quand même au moins 4 ou 5 ans. Et je crois que j'étais pas prête à me dire je me relance là-dedans. Après, ça a été quelque chose qui m'a vraiment intéressée. Je pense pas que ça va être quelque chose que je vais poursuivre plus tard, mais ça pourra toujours influencer mon travail, je pense. Donc vous avez fait votre master pro,
Vous êtes arrivé au Havre, vous avez travaillé au Muséum d'Histoire Naturelle, vous avez travaillé au MUMA, et alors en tant que Havraise, j'ai vu que vous aviez été particulièrement attirée par Eugène Boudin, Oui. ses ciels, etc. Est-ce que ça a pu influencer votre art et par exemple cette exposition qu'on a aujourd'hui au Tetris? En fait, c'est marrant parce que justement, en faisant ce mémoire-là pour mon diplôme, j'avais pas fait toutes ces connexions, tous ces liens, et c'est obligeant un petit peu à travailler. On voit des choses qu'on n'avait pas vues, et oui, c'est vrai que je me suis dit quand même, j'ai passé 4 années au MUMA à être entourée d'Eugène Boudin, et notamment de ses ciels et pas que de ses vaches, même si on avait quand même. Et oui, je pense que ça a forcément été un moteur dans ma pratique, mais le nuage a toujours été là, de toute façon, même avant Eugène Boudin. C'est vrai qu'ici, au Havre, j'ai tendance à beaucoup lever les yeux et à beaucoup regarder le ciel, parce qu'il est très changeant, de toute façon. C'est vrai. Merci beaucoup. Maxime va prendre le relais pour parler de votre exposition. Alors, ma toute première question, c'est tout simplement plasticienne, céramiste. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est votre définition? Disons que le statut artiste-auteur, artiste plasticienne, je fais de la céramique, est-ce que je suis céramiste? C'est un peu complexe. Donc, je me suis dit que j'allais mettre les deux ensemble. Comme ça me laisse une certaine liberté, un peu cet entre-deux aussi dont j'ai pu parler dans le mémoire. Pouvoir naviguer, en fait, entre être plasticienne, mais j'ai quand même une spécialisation dans la céramique. C'est vraiment mon médium de prédilection. Pour votre première exposition seule, est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi vous avez choisi le titre de l'exposition Phénomène tangible? Je trouvais que ça résumait assez bien ce qui se passe dans cette exposition, ce qui est montré, parce que du coup, je travaille sur les nuages, qui est donc un phénomène météorologique, mais ils sont, la plupart, dans cette exposition, rendus tangibles. On peut les toucher. Donc je trouvais qu'associer un peu ces deux termes contradictoires, en tout cas pour les nuages, ça résumait bien ma pratique. Vous parlez beaucoup dans votre mémoire d'entre-deux, c'est le nom du mémoire. Qu'est-ce que cela signifie pour vous, tout simplement? Ça fait que 4 ans que donc je décidais d'être vraiment plasticienne. Et pendant ce temps-là, j'ai mis du temps avant justement de m'affirmer, et je trouvais que c'était compliqué parce qu'avec la céramique, on est justement plutôt catalogué artisanat, peut-être design, mais ça dépend. Avec une démarche d'artiste, il y avait vraiment ce côté plus conceptuel. Du coup, je n'arrivais pas trop à trouver ma place, et en fait, finalement, je me suis dit que... C'est peut-être là votre place. Voilà, l'entre-deux, c'était très bien. J'avais pas besoin de choisir et ça me va très bien. Pas avoir d'étiquette. Voilà. Que diriez-vous être le principal bénéfice d'être toujours entre deux? L'avantage c'est que du coup, il y a pas vraiment de frontières. On peut vraiment naviguer où on le souhaite. On se met pas de barrière, en fait. Et ça, c'est assez intéressant. Ça permet toujours d'aller à droite, à gauche, d'aller chercher par exemple, justement, des choses qui sont pas dans nos disciplines. Après, en tant qu'artiste, je pense que c'est un peu la base de toute façon. Et enfin, dans votre exposition, de ce que j'en ai pensé, vous représentez des nuages alliés, entre guillemets, avec un aspect terrestre, comme par exemple l'île en forme de nuage, ou les nuages avec des sortes de pieds. Du coup, ça, pour vous, c'est un exemple de passerelle, parce que vous utilisez le terme passerelle entre la terre et le ciel. C'est vrai qu'il y a plusieurs lectures possibles sur mon travail, parce que c'est vrai qu'avec mon parcours en médiéval, et justement c'est toutes ces légendes, ces histoires qu'on se raconte, je me suis un peu raconté une histoire aussi, et donc je suis partie du ciel, et puis progressivement, vu que moi je travaille la terre, c'est devenu quelque chose que j'ai voulu en effet concilier. Donc les nuages sont descendus progressivement, ils se posent sur les toits, et là ils commencent à prendre de la matière, du corps, et après ils descendent sur Terre, et là ils se transforment en fait dans une sorte de nouvelle espèce. Et j'ai poussé jusqu'au bout en se disant ça pourrait se créer une nouvelle Terre. J'espère que cette interview vous a plu. Merci à Nathalie de nous l'avoir accordée. Je vous rappelle qu'elle expose au Tetris jusqu'au 30 mars, mais vous pouvez aussi la retrouver sur les réseaux sociaux avec son compte Instagram, Nathalie-Chauvin, ou encore à son atelier au 5 rue Diderot au Havre. Merci à Justine et Maxime pour ce reportage sur Westrack Radio. Un instant musical avec du R&B avant de retrouver Nausicaa et Camille en compagnie du Festival du Théâtre des Bains-Douches et un spectacle qui s'appelle « Pourquoi on n'écrit pas avec les mains ». On retrouve aussi en deuxième partie d'émission La Roue Libre et la nouvelle présidente, ce qui signifie de nouveaux projets pour 2024, notamment autour des femmes et un investissement encore plus pour l'ACU et La Roue Libre pour les vélos. C'est donc en deuxième partie d'émission, juste après ce titre de Saya Gray qui s'appelle A Bouquet for You, 800 Face sur Westrack.
Ok. It seems to get worse. Now on sunny days, I only see the shade. I'm on day 103 without you. Now I'm paying the bill. I get paid. I pay the bill, then get paid. I bent over backwards so many times. I turned into a golden arch for you to walk through. Golden arch for you to walk through. I'm on day 227. The devil flicks my brain with all of the feathers that you left when you flew. You're the right noise. White noise in It seems to get worse. Now on sunny days, I only see the shade. I'm on day 103 without you. Now I'm paying the bill. I get paid. I pay the bill, then get paid. Votre Magal Ouest se poursuit tout de suite avec Nausicaa et Camille. Elles se sont rendues au théâtre des Bains-Douches à la rencontre d'un nouveau festival. Il s'est déroulé il y a quelques semaines et elles ont pu assister au spectacle Pourquoi on n'écrit pas avec les mains, un reportage signé Camille et Nausicaa. En attendant l'éclaircie, c'est le rendez-vous de la jeune création théâtrale en Normandie. Plusieurs théâtres en région s'unissent pour accompagner de jeunes artistes et donner de la visibilité à leurs premiers gestes de création. Du 21 au 23 février 2024, le festival posait ses valises au théâtre des Bains-Douches. Au programme, merci de votre compréhension de Elsa Delmas, Je serai feu, ainsi que Pourquoi on n'écrit pas avec les pieds de Romain Hamel. Avec Nausicaa, on a eu l'opportunité d'assister à la première et la dernière représentation. Et alors ça a commencé. D'abord, la menace fantôme. Puis, l'attaque des clones, la revanche de Sith, un nouvel espoir, l'Empire contre-attaque et le retour du Jedi. On les a tous fait en quelques jours. Elle, toujours assise par terre, et moi, assis sur ses jambes croisées. Quand on a terminé tous les Star Wars, j'en revenais pas, je voulais les voir encore. Je me suis mis à bouger, à gigoter, à taper, à vouloir entendre le bruit dans ma tête quand j'accogne contre un mur. Vous avez compris? J'ai compris que j'avais touché un point. On a regardé 4 fois la saga. D'affilée. Il n'y avait plus que ça à la télé, j'en pouvais plus. Vous savez combien de temps ça met une saga? C'est 6 films, d'environ 2h30 chacun. En gros, ça fait 15 heures. 15 heures d'affilée à regarder Star Wars. C'était dingue de trouver
mon intérêt spécifique. C'est un spectacle qui est très très touchant. C'est un sujet dont il est important de parler. C'est important d'entendre Max, c'est important d'entendre Louise. Et c'est hyper touchant de se dire qu'il y a eu plein de gens concernés. Il y a eu des gens qui étaient autistes dans la salle, il y a eu des familles, il y a eu des parents qui ont sûrement dû entendre ce que les médecins disent, ce que les professeurs disent, tout ce qui est dans le spectacle. Donc c'était très touchant et très important. Après l'avoir vu 220 fois, je suis toujours autant chamboulé de le voir. J'ai un peu l'impression de voir mon enfance, vraiment. De me voir moi, en fait, dans mon quotidien, de toutes les scènes où Max, quand il dit je gère pas tout dans mon corps, quand il dit faut pas croire mais je sais bien que je suis pas simple, je me dis ok, c'est totalement moi, ça résonne très fort et c'est un intérêt spécifique cette pièce pour moi, on va pas se mentir. Du coup, la même émotion reste intacte à chaque fois et je passe mon temps à pleurer. Il était assez touchant et rigolerie en même temps, donc moi ça me va. Et j'ai bien aimé tout le truc autour de comment l'autiste il se perçoit en même temps et comment pour la famille aussi c'est compliqué de le percevoir aussi dans le quotidien et tout ça, mais c'était fun. Bah moi j'ai adoré, trop bonne vibe. Ça montre bien le quotidien des autistes parce qu'on se rend pas compte mais ils ont un quotidien assez dur. Franchement j'adore leur construction du spectacle, genre les ellipses et tout, c'était trop sympa. J'ai adoré. Je suis archi pas objective parce que j'ai adoré. Arrête, je vais repleurer vraiment. Non mais je trouvais que c'était très beau parce qu'il y a beaucoup de générosité. Et même au niveau de la structure, c'est très rythmé. Il y a beaucoup de ruptures. Tu passes de séquences de grandes émotions à des moments hyper délirants qui font vraiment relativiser, qui font vraiment du bien. Donc c'est vraiment une heure hyper rentable. J'ai le même discours que mercredi, j'ai l'impression, mais c'est une heure qui font vraiment du bien et qui sont importantes parce que c'est un sujet qu'on voit pas beaucoup au théâtre. Donc si vous avez une heure à passer à rentabiliser, allez-y. C'était trop bien. C'était tout doux. Moi je sentais pas le mal, il était trop touché à côté de moi. C'est un sujet... On n'en parle pas beaucoup, il faut plus en parler et c'était trop bien, voilà. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous avez pensé du festival en lui-même, s'il vous plaît ? Bah, le festival, j'ai eu que un spectacle, donc celui de ce soir, donc franchement c'était un bon festival, fin de festival du coup. Bah, j'ai bien aimé. J'en ai vu 2 sur 3, du coup celui de mercredi et celui de vendredi. Les deux que j'ai vus, des bien, mais comme c'est début de construction, bah moi j'attends juste de voir dans 2 ans ce que ça va donner, si ça va donner quelque chose, et moi j'ai juste hâte en fait. Ça commence bien quoi. On dirait même pas que c'est un début de quelque chose parce qu'on en a parlé avec Ludo, il avait dit il y a des trucs à peaufiner. Moi j'ai bien aimé. Et bah c'est très sympa parce que ça permet, enfin c'est le principe, mais ça permet de mettre en lumière des petites compagnies et cette année on n'est vraiment pas déçus, non pas qu'on le soit habituellement, mais c'est vrai que là on assiste vraiment à des beaux moments de générosité, de beaucoup d'amour. Peace and love les gars, c'est ça en attendant éclairci. C'était super, j'ai vu 3 spectacles totalement différents. Préférés, je sais pas, ils sont tous trop bien, ils sont tous très différents et du coup ça nous montre beaucoup de choses. Et ouais, c'est un truc qu'il faut refaire parce que c'est trop bien. Tu peux nous parler du deuxième spectacle d'ailleurs ? Oui, c'était très beau. Moi j'ai adoré parce qu'il y avait beaucoup de musique. La violoniste, elle s'appelle Pauline, comme moi. Je l'ai adorée vraiment. Et Taya, elle est incroyable, elle est très charismatique, son jeu est incroyable. Et à la fin, il y a des filles dans le public qui se sont levées, elles ont chanté et c'était génial. Moi j'ai adoré, vraiment, genre, ça m'a beaucoup touchée. Donc très cool. J'ai dû le répéter une 50aine de fois et j'avais besoin de l'entendre. Mon petit frère est autiste. Ça veut dire quoi ? Je sais pas. Bah pourtant tu dois savoir. J'en sais rien. Fais un effort. J'en sais rien, je te dis. Si je le suis, t'as qu'à me regarder et te dire que c'est ça. Alors moi c'est Lucie, j'ai 32 ans, oui c'est ça, j'ai toujours 32 ans, je suis comédienne et metteuse en scène, mais là je suis comédienne. C'est Zoul et j'ai 24 ans, oui j'ai toujours 24 ans et je suis comédienne et pas metteuse en scène. Dans la pièce je joue Louise, donc la grande sœur de Max. Dans la pièce je joue Max, le petit frère de Louise. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la genèse de la pièce s'il vous plaît ? La genèse c'est Romain donc, qui a écrit la pièce et qui l'a mis en scène, il travaille avec des enfants. C'est son boulot alimentaire quand il n'est pas metteur en scène et comédien pour gagner des sous. Et un jour, il s'est retrouvé aide scolaire dans une maternelle. Alors, je sais plus la section exactement, mais il s'est retrouvé face à une petite fille qui avait des problèmes que tous les autres enfants isolaient. Et du coup, il s'est intéressé à elle, savoir pourquoi elle était isolée. Il s'est aperçu qu'elle rangeait les chaussures par taille, par couleur. Et il a réussi à convaincre les parents de lancer une procédure de diagnostic. L'enfant était autiste. Et de là, il s'y est intéressé. Il a interrogé beaucoup de parents. Il a lu beaucoup de choses parce que le sujet l'a vachement passionné. Parce que on va pas se mentir, c'est un peu le cœur de notre boulot, je pense, de bouger un peu les limites de la norme et de rendre visible tous les gens qui sortent de la norme et qui sont très invisibilisés. Je sais qu'il m'a un peu choisi pour ça parce que je suis grosse
et qu'on n'envoie jamais des gros plateaux aussi. Enfin voilà, il voulait des gens assez normaux pour incarner ces personnages. Dans mon cas, en fait, Romain, il m'a choisi parce que on parle d'autisme, je suis concerné et du coup, il voulait que ce soit une personne concernée qui puisse s'exprimer, même au travers de ses mots. D'ailleurs, en parlant de ses mots, de base, il était venu avec un projet mais complet qu'il avait déjà écrit, fini, ciselé. Au final, en fait, on a réécrit beaucoup de passages. La fin est complètement différente. Certains passages n'y étaient pas. Enfin, tout a changé un peu pour le mieux. Oui, parce qu'on a eu le droit de faire des retouches. Moi aussi, je suis concernée d'assez près par l'autisme, donc au final, c'est un vrai boulot à trois, même si la majorité de la structure même la structure a été complètement gérée par Romain. Alors, on a interviewé des petites personnes juste après votre spectacle. Ce qui en ressort, c'est que beaucoup de personnes ont pleuré, même si c'est un spectacle très drôle avec un sujet pas forcément facile à aborder. Est-ce que c'est important de passer par l'émotion pour parler de ce genre de sujet ? Les faits objectifs, ça peut fonctionner quand on a des gens logiques. Les gens sont pas toujours logiques et parfois ils ont besoin de sentir les choses pour pouvoir les comprendre. Et je pense aussi que c'est un double travail. D'un côté, il y a des scientifiques, il y a des personnes spécialisées dans le TSA qui peuvent parler de ce que c'est, et de l'autre, il y a des gens qui sont concernés et qui peuvent s'exprimer d'une manière différente et qui peut impacter les gens d'une autre manière. Du coup, c'est deux travails mais qui sont utiles. Un travail cohérent et un travail sentimental. C'est-à-dire que quand il s'agit de toucher les gens, l'émotion, ça reste le premier vecteur de compassion. On peut éduquer beaucoup par l'émotion, par le fait de faire ressentir aux gens qu'est-ce que c'est que d'être dans une situation. Enfin, puis en plus la pièce se veut didactique, quoi. Elle s'adresse surtout aux gens qui sont pas autistes, même si on l'a testé sur beaucoup de gens autistes. Et on a eu des retours très positifs. Oui, d'ailleurs, les personnes autistes qui ont vu votre spectacle, qu'est-ce qu'elles en ont pensé ? Elles ont pleuré. Elles ont pleuré beaucoup et elles nous ont toutes dit que c'était très proche de la réalité. Comme elle dit. Mais que c'est rigolo parce que c'était autant qu'au niveau des parents autistes, que des enfants autistes, que des parents d'enfants autistes. Enfin, on a essayé beaucoup de cas de figure et on les perd tous équitablement. Après, j'aimerais nuancer le propos parce que on représente une personne autiste qui a plein de traits stéréotypiques. Cependant, l'autisme, c'est un spectre qui est différent dans toute son étendue. Déjà, l'autisme, ça change qu'on soit né homme ou né femme. L'autisme, ça change si on est noir, asiate ou quoi que ce soit. L'autisme, en fait, c'est un peu comme être quelqu'un, en fait. Chaque personne a son autisme. Chaque personne est vraiment singulière. Et donc, là où on peut représenter des autistes comme Max, va y avoir d'autres types qui sont, je pense, pas assez représentés. Je dis pas que Max doit plus être représenté. Max, c'était une espèce de petit pantin qui permettait justement d'introduire plein de notions parce qu'on ne parle pas assez d'autisme. D'ailleurs, dans les recherches de notre metteur en scène, lorsqu'il a commencé à écrire la pièce, il n'y avait pas tant de pièces qui traitaient de ce sujet, en fait. Je crois qu'il y en avait 2 qui ne passaient plus dans les théâtres. Donc, il y a aussi ça, en fait. Parler des choses dont on ne parle pas assez. Là, on vient de voir un spectacle d'environ 1 heure, mais combien ça vous a pris de temps de travail ? Comme en plus on est une équipe avec donc des personnes handicapées dedans, plus que sur une production normale, on va pas se mentir. Comme c'est un premier projet, c'est toujours compliqué financièrement de monter ce genre de choses. C'était assez étalé, je crois que la pièce a fini d'être écrite en 2020, on l'a lancée en 2021, si je dis pas de bêtises, donc presque 4 ans. Oui, non, 2023, parce qu'on a joué en 2023, c'est la 3e de la pièce. Il y a eu aussi, je veux dire le C-word, mais il y a eu le Covid en fait, qui n'a pas aidé justement à la production. Et où est-ce qu'on peut revoir cette pièce prochainement ? Le 9 mars à 18h au Château du Bec. Et peut-être la saison prochaine, on croise les doigts. T'annonces pas des trucs qui sont pas déjà faits. Alors oui, on y travaille, mais ça va. Embauchez-nous. Merci beaucoup. De rien beaucoup. De rien beaucoup. Merci au Théâtre des Bains-Douches de nous avoir reçus. N'hésitez pas à consulter leur site internet théâtrebaindouche.fr et de les suivre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi retrouver La Pastille sur west-track.com. C'était Nausicaa et Camille pour West Track Radio. Merci Camille, merci Nausicaa pour cette belle découverte. Je vous laisse vous rendre sur le site du Théâtre des Bains-Douches pour découvrir leur programmation. Tout de suite, on se rend rue Bonnivet dans le quartier d'Anton à la découverte de l'association La Roue Libre. Vous la connaissez sûrement, notamment pour sa vélo-école ou encore pour ses bourses au vélo. Mais connaissez-vous vraiment l'association et ses valeurs autour des vélos et du cyclable ? Aujourd'hui, je rencontre la nouvelle présidente de l'association qui a pris ses fonctions en décembre. Découverte aussi de leurs nouveautés et de leurs nouveaux projets pour 2024.
Je suis Florence Gazangel, j'ai 51 ans. Je suis arrivée à la roue libre il y a 3 ans, au moment de la crise du Covid. Je suis arrivée en tant que membre du conseil d'administration. J'ai observé un peu, ensuite je suis devenue trésorière et ensuite je suis devenue présidente au mois de décembre. Vous avez pris vos fonctions, c'est un peu tout neuf. Qu'est-ce que ça change par rapport à ce qui a pu être fait à la roue libre avant avec cette nouvelle présidence et qu'est-ce qui ne change pas ? Ce qui ne change pas, c'est l'implication de la roue libre dans la promotion du vélo. Ça a toujours été notre boussole et j'ai l'impression de m'inscrire dans une continuité. Ce qui change, ça va être, mon ambition pour la roue libre. C'est-à-dire que, et pour le vélo. En fait, c'est pas pour la roue libre, c'est pour le vélo. Et donc, je souhaite moi une intensification, une massification du vélo sur le territoire de Le Havre Seine Métropole, de notre communauté urbaine. Donc, on va mettre tout en œuvre pour atteindre avec efficacité cet objectif. Cet objectif, j'imagine qu'il s'inscrit déjà pour cette année 2024, qui est un petit peu entamée. Est-ce que vous avez des projets en particulier pour 2024 qui montrent cet engagement au niveau du vélo ? Alors, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Dans notre tête, le conseil d'administration a plusieurs axes de travail pour atteindre cette massification. Et parmi ces axes, il y a les femmes, pour mettre le maximum de personnes sur un vélo. Nous ne pouvons pas passer à côté des femmes qui sont sous-représentées sur les pistes cyclables, sous-représentées dans les ateliers et également dans les associations de promotion du vélo. Nous allons nous engager puisque nous avons la chance d'avoir une mécanicienne. Il n'y en a pas beaucoup sur le marché, c'est la même chose. Donc nous avons la chance d'avoir une mécanicienne. Donc nous allons faire des ateliers dédiés aux femmes pour que les femmes osent prendre les gants et s'occuper elles-mêmes de leur vélo. J'ai eu la possibilité de rencontrer particulièrement une femme, c'est la première à qui j'ai parlé de ces ateliers, une femme qui m'a touchée parce que elle est veuve depuis 8 ans et depuis 8 ans elle ne fait plus de vélo parce que c'était son mari qui s'occupait du vélo. Et là, son vélo a un problème et elle ne sait pas comment faire. Et elle a tout de suite accroché à l'idée de participer à un atelier avec une mécanicienne qui va sans doute, sans le vouloir, la mettre plus à l'aise. Vous utilisez des mots-clés qui représentent bien ce qui se passe ici, mécanicienne, atelier. On peut parler de la roue libre, de tout ce que vous faites. Vous faites notamment des ateliers de réparation. Donc c'est là que le rôle d'un mécanicien ou d'une mécanicienne se joue. Vous vendez aussi des vélos d'occasion. Il y a aussi des cours de vélo. Est-ce qu'on peut refaire un petit bilan de tout ce qui se fait ici, assez rapide parce que c'est très vaste ? Alors en effet, au départ de l'association, il y a l'atelier qui fait de la réparation. Mais au-delà de la réparation, ce qui nous tient à cœur, c'est de récupérer les vélos qui vont à la benne. Soit ils sont réparables, on les répare et on les remet dans le circuit, c'est du réemploi, soit de tout le vélo, soit on récupère les pièces détachées qui sont intéressantes. Et donc on a tout un stock de pièces détachées que vous ne trouverez pas dans le commerce, surtout si vous vous intéressez aux vélos anciens, mais pas seulement. Et ces pièces, on les revend à prix modique. Donc ça, c'est la part réemploi. Nous avons des ateliers d'autoréparation au Havre, mais aussi à Harfleur et à Montivilliers, dans nos antennes. Et c'est dans ces ateliers d'autoréparation, pour développer la connaissance de l'autoréparation, nous espérons relancer des ateliers, des cours d'autoréparation. Ensuite, nous avons une activité, en effet, de la vélo-école, qui va avoir un site à la forêt de Montjon qui va se rouvrir, nous espérons, en avril-mai, après travaux. À la vélo-école, nous visons plusieurs publics. Avec le savoir rouler à vélo, nous visons les centres, les collèges et les écoles, les centres de loisirs, mais nous travaillons aussi, et ça fait partie d'une de mes cibles, l'un des axes, c'est les entreprises avec l'opération Objectif Employeur Pro Vélo. Donc les entreprises peuvent faire appel à nous pour que nous mettions le maximum de salariés en selle, pour qu'ils puissent devenir ce qu'on appelle des vélo-taffeurs, des gens qui vont au travail à vélo. Et un travail de conseil, de remontée d'expérience, de vue du guidon auprès des personnes de Le Havre Seine Métropole qui s'occupe de la voirie. Et nous organisons aussi des cafés mobilité à la demande de citoyens ou à la demande de communes pour voir comment rendre leur territoire cyclable. Nous avons très régulièrement des balades tout au long de l'année. Donc à chaque fois, nous faisons une communication sur les réseaux sociaux.
j'allais dire, tous les prétextes sont bons pour aller sur un vélo et puis pour faire une balade avec nos moniteurs, les moniteurs de la vélo-école. Pour faire fonctionner cette association, il faut des bénévoles, mais aussi, comme vous le dites, des moniteurs. Ce sont des personnes qui sont formées. Vous êtes à la recherche en ce moment de moniteurs ou de monitrices formés pour pouvoir rejoindre l'équipe de la roue libre. Tout à fait. Nous avons besoin d'un moniteur ou une monitrice détentrice d'un BPGEPS avec une carte professionnelle. Nous cherchons aussi un animateur ou une animatrice, toujours pour la vélo-école. Donc il s'agit... sur les réseaux sociaux, il y a un petit film qui a été mis en ligne où on voit très bien la journée de travail type dans une école ou dans un collège. Et donc, nous recherchons activement 2 personnes pour la vélo-école qui rejoindront une équipe qui est sympa et qui fonctionne bien. Comment est-ce qu'on peut postuler et vous contacter ? Soit les réseaux sociaux, soit notre boîte mail rouelibre tout attaché .lehavre@gmail.com. Cette nouvelle présidence annonce donc de nouveaux projets, notamment autour des femmes. Est-ce que vous avez d'autres projets en tête qui vont arriver, même sur les années à venir, avec cette nouvelle présidence et cette nouvelle insufflation de projets et d'envie ? Ce qu'on a toujours un petit peu dans la tête, c'est les objectifs du plan de mobilité de Le Havre Seine Métropole qui veut arriver à un taux de déplacement à vélo sur le territoire des 54 communes en 2033, en sachant qu'on est à 3% en 2022 de mémoire. Donc vous comprenez qu'il y a un effort à faire de manière considérable, donc ça ne pourra pas se faire sans les salariés, sans des salariés qui se déplacent quotidiennement à vélo. Et l'autre axe, c'est la ruralité. Le vélo en ville, c'est super, j'en suis bien sûr adepte, mais il faut que le vélo arrive à sortir strictement du territoire urbain, qui passe au périurbain, voire le rural. Je pense que le Havre Seine Métropole a aussi ceci en tête. Et il y a aussi quelque chose de très important autour du vélotourisme. Le Havre est à la croisée de 2 véloroutes, la Seine à vélo et la vélo maritime. Le cyclotourisme se développe beaucoup. Là, je pense que les entreprises peuvent également être très intéressées, car sur notre territoire, il y a cette possibilité de développer le cyclotourisme, entre autres en utilisant le label Accueil Vélo, qui semble peu connu sur notre territoire et qui pourtant est une référence pour tout cyclotouriste. La première chose qu'il fait, c'est quel itinéraire et où vais-je pouvoir avoir un accueil vélo, où vais-je pouvoir trouver un logement, un hôtel, un endroit pour la nuit où mon vélo sera en sécurité, où je pourrais éventuellement faire des petites réparations, etc. Donc le label Accueil Vélo est vraiment très important. Les femmes, les salariés, les vélotaffeurs, la ruralité et le tourisme. Un point d'honneur qui est aussi mis pour la roue libre, notamment avec des partenariats, c'est la sécurité. Vous allez aussi continuer à agir, notamment avec le projet Cycliste Brillé. Vous allez continuer d'assurer la sécurité, puisque voyager en vélo, c'est bien, mais c'est important de le faire en sécurité. Tout à fait. Alors, l'opération Cycliste Brillé est une opération que nous renouvelons chaque année. Il s'agit non pas de distribution gratuite, comme souvent les gens l'imaginent. Il s'agit de maraude, c'est-à-dire que nos bénévoles et la vélo-école circulent en ville, rencontrent ce que nous appelons les ninjas, sans aucun éclairage, sans aucun... Et dans ce cadre-là, les sensibilisent et les équipent. Donc, c'est une démarche qui est reprise chaque année, mais la sécurité, pour nous, c'est aussi des aménagements en dur, des aménagements, des pistes cyclables, un bon travail sur les intersections, parce que c'est souvent aux intersections qu'il y a des difficultés, des accidents. Donc, les intersections, mais aussi les aménagements, mais aussi, comme je vous ai dit, la protection du cycliste passe par la massification. Plus on aura d'automobilistes qui auront circulé à un moment ou à un autre à vélo, plus ils seront sensibles, sensibles à la présence des autres cyclistes une fois qu'ils seront retournés derrière leur volant. Donc ça c'est pour nous très important pour la sécurité. Et puis la sécurité, c'est aussi le respect des règles, et pour ça la vélo-école donne des cours
il y a l'apprentissage de la sécurité par la vélo-école. Il y a aussi l'apprentissage de la sécurité, je vous disais, c'est les règles et c'est aussi, au-delà des règles, c'est un comportement d'anticipation à l'égard des autres usagers de la route. Donc, la vélo-école enseigne également comment bien se positionner sur une route, comment bien se positionner dans un rond-point pour, au-delà de la législation, être en sécurité. Merci Florence Gazangel pour son accueil au sein de la roue libre. Et puis si vous souhaitez être bénévole, n'hésitez pas à les contacter à rouelibre.lehavre@gmail.com. Un premier contact pour faire connaissance, connaître l'émission avant de pouvoir intégrer donc l'équipe active de bénévoles. Et puis si vous êtes intéressé par les 2 offres d'emploi, vous pouvez aussi les contacter sur leurs réseaux sociaux, notamment sur Facebook, ou pareil à l'adresse mail rouelibre.lehavre@gmail.com. Cette rencontre dans le quartier Danton de la roue libre marque la fin de notre émission. Je vous retrouve à partir de lundi à 17h, évidemment en compagnie de Michel, pour parler cuisine dans les fourneaux de Westrack. On se retrouve tout au long de la semaine avec des invités du mardi au vendredi sur Westrack Radio. Et puis bien sûr, on se quitte pour cette fin de journée, mais rendez-vous dès demain sur Westrack pour retrouver votre programme habituel, l'émission Dig Dig Diggers à partir de 14h et l'émission Polémix et la voix off. Dans la matinée, vous avez rendez-vous avec l'espace, raconte-moi l'espace, ainsi que l'émission des discours qui nous entourent. Et puis ce soir, on fait la fête en compagnie de Pieds Nus. Pieds Nus qui va donc être sur Westrack à l'antenne à partir de 22h et jusqu'à 4h du matin pour une soirée pyjama radiophonique. Vous pouvez les rejoindre en écoutant Westrack à partir de 22h. Je vous souhaite une excellente fin de journée et on se quitte avec un titre de White Cliffs qui s'appelle Anymore sur Westrack Radio.